Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Avoir le privilège de vivre l'histoire au présent ne vous a jamais empêché de vous pencher sur celle d'hier. Un passé parfois décomposé que vous composez avec votre plume de romancier. Bonjour Camille Pascal. Bonjour Jacques. Alors, vous avez plusieurs vies, on va en parler. L'actualité, c'est un roman. L'air était tout en feu chez Robert Laffont. Une histoire qui se passe au temps de la régence de Louis XV. On va en parler. Mais avant d'arriver à ce livre, il y a tout un parcours étonnant qu'on va évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 3 mai 2018, un hommage à Montpellier à votre grand-mère Lucie Février-Pascal. Ah oui, alors là, vous me prenez par surprise et par les sentiments. Oui, écoutez, alors d'abord, je suis d'une famille montpelliéraine. Oui. Une très vieille famille, je crois. Oui, ancienne, du côté maternel, en tout cas très ancienne, puisque il y a plusieurs édiles montpelliérains au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc nous habitons une maison de famille. J'ai eu la chance moi d'avoir une enfance comme plus personne n'en a aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre dans le même immeuble avec évidemment ma mère, ma tante, ma grand-mère dans une maison qui était là depuis plusieurs générations. Voilà, en plein cœur de Montpellier, à laquelle je suis profondément attaché. Donc donc je suis de vieille famille montpelliéraine. Je ne sais pas si on a le droit aujourd'hui de dire ça. Ah oui, on peut dire. Et Montpellier est la 5e ville la plus heureuse de France. Bon, écoutez, moi j'ai eu une enfance très heureuse en tout cas, entourée de ces femmes, même si mon père était pas très loin. Et donc, alors ma grand-mère, je ne l'ai pas connue. Lucie Pascal, née février, mais bon, évidemment mon père, c'est ma grand-mère paternelle, mon père m'en parlait beaucoup, mais nous avons découvert au début des années 90 par des témoignages qu'elle avait joué un rôle avec mon grand-père d'ailleurs, majeur dans la résistance, et notamment que lui et elle avaient caché dans leur masée, ça dira quelque chose de languedocien, c'est les petites maisons dans les vignes ou dans les oliviers, qu'elle avait caché plusieurs familles juives. Et pendant des périodes très longues. Et c'est ce qui a d'ailleurs, je crois, à l'époque, justifié une procédure en urgence de Yad Vashem pour attribuer à mon grand-père et à ma grand-mère le titre de juste parmi les nations. Parce qu'ils ne se sont pas contentés, si j'ose dire, de cacher pendant quelques heures ou quelques jours. Ils ont gardé chez eux pendant près de 4 ans des familles entières, notamment la famille Nussbaum dont l'enfant a témoigné. Et c'est évidemment à la fois un acte de courage individuel, mais c'est aussi un acte de courage collectif. Parce que ce qui m'a toujours impressionné du récit qu'ont pu m'en faire et mon oncle et mon père, qui ont vécu ça avec un regard d'enfant, c'est... Comment vous dire? C'est qu'au fond, bien sûr, ces familles étaient protégées, elles étaient cachées, mais les enfants allaient à l'école, jouaient avec mon père et mon oncle. Personne n'a jamais rien dit. Personne n'a jamais... Pendant 4 ans. Alors imaginons la société d'aujourd'hui. Je suis pas certain que des gens dans le malheur comme ça seraient à ce point protégés. Et ce qui m'a beaucoup touché. Alors, la médaille, puisque c'est une médaille de juste parmi les nations, a été donnée par l'ambassadeur de France près le Conseil l'ambassadeur d'Israël près le Conseil de l'Europe. Je crois que c'était en 1994. Elle a donc été donnée à titre posthume, et c'est mon père Jacques Pascal et son frère Georges Pascal qui ont reçu cette médaille des mains de l'ambassadeur. Donc je le répète encore une fois, avec une procédure d'urgence, tellement les témoignages étaient fous. Puisque dans ce témoignage, le garçon, qui a à l'époque l'âge de mon père et de mon grand-père, et de mon oncle, raconte que ma grand-mère montait au masé, à Noël pour apporter des jouets, à Pâques pour donner du chocolat pendant la guerre. Et donc, qu'ils ont été traités en fait comme des cousins qui seraient en vacances dans la propriété de famille. Ouais. Voilà. Et ça, j'avoue que ce courage à la fois d'un couple qui avait pignon sur rue, mon grand-père avait une entreprise de travaux publics, ma grand-mère avait été joaillère, on se dit quel risque incroyable ont-ils pris pour sauver ces vies. Et la question qui se pose toujours, c'est
qu'aurais-je fait ? Exactement. Et elle n'a pas fait que ça, votre grand-mère. Écoutez cette chanson. Délivrez-nous, nos frères, Exodus Edith Piaf, car elle a aussi participé, je crois, à cette aventure incroyable. Ah, mais alors là, vous êtes incroyablement informé. J'ai pas pour habitude de sortir de ma poche cette histoire incroyable. Alors en réalité, ce qui s'est passé, c'est que après la guerre, les jeunes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des scouts sionistes, aidés par la fondation Eleonora Roosevelt, ont été accueillis. C'était les orphelins des camps, donc ils ont été accueillis dans un certain nombre de centres. J'ose dire aujourd'hui, le mot paraît de remise en forme. Hein. Il faut imaginer que tous ces enfants juifs étaient des orphelins qui avaient donc été recueillis à la libération des camps. Et donc il y avait au château de Cambous, qui existe toujours, il y a encore d'ailleurs à l'intérieur du château, dans les sous-sols, les anciens sanitaires avec les graffitis, la croix de David, etc. Et alors mon père m'a toujours raconté. Donc, je vous l'ai dit, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics. Il était très ami avec le maire de Sète, Jules Mock. Et ça, c'est les réseaux de la résistance. Et en fait, quand mes grands-parents paternels habitaient Ganges, une petite ville aux portes des Cévennes. Et donc, mon grand-père faisait régulièrement le trajet avec Montpellier. Et donc, mon père m'a toujours raconté que passant devant ce château de Cambous dans les années 44, 45, 46, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes voilà, parce qu'il était très intrigué de voir ces jeunes garçons, jeunes filles, avec un habit de scout. Et mon grand-père avait eu cette formule, il avait dit, on leur apprend à faire des enfants. Et évidemment, pour un préadolescent de cette époque-là, c'est magique quand on vous dit qu'il y a un endroit où on apprend aux adolescents à faire des enfants, parce qu'en fait, l'idée était évidemment de peupler Israël avec les survivants des camps. Alors, ce que mon grand-père a fait, c'est que il a mis au service de la fondation Eleonora Roosevelt et de Jules Mock, le maire de Sète, il a mis au service ces camions de l'entreprise Pascal, qui donc faisait à l'époque les routes, c'était les Bouygues locaux, ils n'ont pas eu la même réussite, mais c'était un peu ça, si vous voulez. Bon. Et donc, comment dire, il a fait, alors, c'est mon oncle qui témoigne, il aurait fait 35 voyages. On a mis les enfants dans des camions, on les a bâchés, parce qu'il ne fallait pas que l'on voie que des jeunes juifs étaient sur les routes. Donc ça vous donne aussi quand même l'ambiance de la France de ces années d'après-guerre. Et pour aller à Sète et pour s'embarquer dans un bateau dont on a su après qu'il était l'Exodus. C'est quand même incroyable, mais c'est une comment dire, c'est un chaînon manquant de l'histoire d'Israël à laquelle nous avons à notre participé à notre niveau, enfin mon grand-père surtout. Et alors il raconte une anecdote, il y a une anecdote dans la famille, alors après est-elle vraie, est-elle romancée un peu, mythifiée, je ne sais pas, mais ça c'est la mémoire familiale. Mais donc ces gros camions étaient des camions de l'armée américaine. Parce que, pour revenir à l'occupation, je crois que c'est en 1944, au moment de la bataille de Ganges, l'Africa Corps qui remontait vers l'Allemagne et qui ne prenait pas la route de la plaine, mais qui essayait de se faufiler dans les montagnes pour éviter les bombardements alliés, s'est arrêté à Montpellier, à Ganges. Et là, il y a eu une panne. Et donc, les Allemands ont pris tout le conseil municipal, les ont mis sur le pont du Diable, qui est un pont qui est connu dans la région, et les ont attachés avec un fil de fer. Et la menace était, toutes les heures, on en balance un dans l'Hérault, s'il n'y a pas de camion. Et donc évidemment, on a appelé au secours mon grand-père, qui était au maquis, donc on est allé les chercher dans le maquis, pour qu'il donne ses camions. Donc il a donné ses camions. Donc à la Libération, il n'y avait plus de camions. Et donc, dommage de guerre, il avait des camions américains, donc d'énormes camions militaires. Et sur ces camions militaires, il y avait des banquettes à l'avant où on pouvait être à 4. Et c'est mon oncle qui raconte ça, qui dit qu'un jour, donc, dans un de ses trajets entre Cambous et Sète, donc c'était ça, les jeunes étaient organisés comme des scouts, donc il y avait un chef, et le chef montait
à côté de mon grand-père, entre mon grand-père, mon oncle et mon père. Donc il y avait mon grand-père et trois jeunes de 10 à, ou de 8 à, oui, de 10 à 14-15 ans. Et donc ce petit chef scout sioniste avait avec lui un immense fanion avec l'étoile de David. Mon grand-père, qui n'était pas, comment dire, un homme prêt au dialogue, on va dire ça, il s'avère que c'est un héros, mais enfin, c'était pas un homme facile. Donc, il dit à ce jeune garçon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux pas de ton fanion. Donc, le garçon dit non monsieur. Alors, c'était luxembourgeois, je crois, donc il parlait français. Je le garde. Et mon grand-père, au bout d'un moment, qui avait le revers facile, dit tu vas prendre une claque, tu vas me donner ce fanion. Et donc mon grand-père a fait mine de le jeter par la fenêtre. Donc ce jeune homme s'est accroché à ce. Bon, et au bout d'un moment, mon grand-père s'est dit mais il fallait partir. Il dit mais qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi? Et ce garçon aurait répondu parce que je le planterai dans la terre d'Israël. Voilà. C'est une histoire magnifique. En fait, on va parler de vous après, mais j'avais repéré cette histoire et je voulais qu'on la raconte parce que ça fait partie de la famille et une des clés de votre vie. Eh ben, écoutez, moi je ne l'ai jamais raconté. Voyez. Eh ben voilà. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la fois je suis très fier évidemment de cet héritage et à la fois je me dis que je ne peux pas m'en prévaloir. Oui. Mais vous pouvez vous prévaloir d'autre chose et on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 12 septembre 2008. A tout de suite sur Sud Radio avec Camille Pascal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Clés d'une vie, mon invité Camille Pascal. Il y a ce livre, L'air était tout un feu, chez Robert Laffont, dont on va parler tout à l'heure. Mais on va revenir à votre parcours. On a parlé de vos histoires de famille absolument incroyables. Et il y a une date importante dans votre parcours, c'est le 12 septembre 2008. Écoutez. Seigneur Jésus, tu es là. Benoît XVI en France, et ça, vous avez été chargé pour France Télévisions du jubilé, du voyage du jubilé. Alors, décidément, vous me prenez à l'émotion. C'est certainement mon plus beau souvenir professionnel à France Télévisions, où je suis tout de même resté de 2006 à 2010. Et d'où j'ai été secrétaire général. À l'époque, que se passe-t-il? Le pape Benoît XVI a décidé de venir en France pour le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Le président de France Télévisions de l'époque me dit, écoute, moi, ça va être compliqué. Tu t'en occupes. Alors, je dis oui, mais moi je suis secrétaire général, je ne suis pas chargé des programmes. Il me dit non, mais on a décidé avec Alain Duhamel, avec Patrice Duhamel, tu t'occupes de tout. Bon. Alors si je vous mets à raconter le voyage du pape, il faut 2 heures d'émission parce que ça a été une histoire extravagante. Donc bon, très bien. C'est normal, France Télévisions était le téléviseur hôte, c'est-à-dire que nous devions faire des émissions pour la France, mais nous devions capter pour le monde entier, parce que quand le pape se déplace et quand il se déplace à Lourdes en plus. Bon. Donc ça c'était déjà une chose, et c'est là d'ailleurs, je peux le dire sur une radio privée, que j'ai vu se déployer la force de frappe du groupe public. Les camions régis, les hélicoptères, les bons. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'ensuite il fallait faire avec l'Église. Or, moi, je vais voir, à l'époque, c'était le cardinal 23 encore, je crois bien. Oui, c'est lui. Donc, qui me dit, mais il n'y a aucun problème, c'est son vicaire, on gère tout ça. Mais je me retrouve face à une difficulté avec l'évêque de Lourdes. Pourquoi? Parce que l'évêque de Lourdes me dit, en fait, je ne veux pas avoir contact avec France Télévisions. Il disait à Antenne 2, lui, d'ailleurs. Alors, je dis, mais pourquoi? Je comprends pas, je fais tes pieds et des mains, je me souviens, c'est un souvenir incroyable, je vais voir le nonce apostolique, en disant, écoutez, Excellence, je demande audience, je dis Excellence, voilà, nous allons diffuser le voyage du Saint-Père, ça va très bien se passer à Paris, mais j'ai un blocage avec... Bon. Et alors, le nonce, qui sortait d'un film, enfin je veux dire de la curie, avec la tête penchée, comme ça, un accent très onctueux, très italien, il glissait comme ça sur le sol. Et on avait vraiment l'impression d'être dans The Young Pop, quoi. Hein, bon. Et il me regarde comme ça,
Il me dit, mais monsieur Pascal, vous savez, la règle, c'est que chaque évêque est pape en son diocèse. Je dis, attendez, Excellence, là, moi, je veux bien. Et j'avais cru comprendre que l'Église catholique, c'était pyramidal. Il y a un pape, il y a des cardinaux, il y a des évêques. Oui, mais c'est compliqué. Je dis, oui, mais alors, on fait quoi? Ah, il me dit, vous savez, je vais beaucoup prier pour vous. Bon, donc, muni de ce viatique, je me suis débrouillé autrement et j'ai réussi, bon, je passe sur les péripéties, j'ai réussi à amadouer Monseigneur Perrier, qui en fait nous reprochait, mais nous étions pour rien, d'être, il m'avait dit, je suis victime d'un détournement de voyage pontifical. Le pape devait venir à Lourdes, il fait un tour à Paris, personne ne parlera de Lourdes, c'est insupportable, bon. J'ai dit, écoutez, Monseigneur, je m'engage, il y aura autant de temps sur Paris que sur Lourdes. Il me dit, je ne vous crois pas. Parce que vous êtes journaliste. Ah ben, j'ai dit, vous tombez mal, je ne suis pas journaliste. Donc au moins... et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi, je crois, enfin, ce tour de force, parce que j'avais réuni, je peux le dire maintenant, parce qu'il y a prescription, j'avais fait venir tous les responsables éditoriaux des chaînes de France Télévisions. Je leur avais dit, écoutez, on va perdre le voyage. Donc, je vous demande une chose. On va faire un déjeuner avec l'évêque de Lourdes. Quand j'aurai dit oui, vous direz oui. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, ça ne fonctionne pas comme ça, que vous êtes libre, éditeur, tout ce que vous voulez. Mais où vous voulez couvrir l'événement ou pas. Parce que sinon, le Monseigneur Perrier, l'évêque de Lourdes-Tarbes, est prêt à faire appel à TVE ou à la RAI. Donc, imaginez l'humiliation pour le service public français. Et c'est ce que j'ai fait. Ils ont été parfaits d'ailleurs, ils ont été parfaits. Et je me souviens, pour l'anecdote, donc il y avait la messe aux Invalides, il y avait la messe à Lourdes, et puis il devait y avoir une messe, il y avait une messe des malades qui devait terminer le voyage. Et bon, pas fou, l'évêque de Lourdes me dit, bon, vous le diffusez où? Alors évidemment, bah sur France 3. Ah non, il me dit, il faut que ce soit national. Bah je dis oui, national de François. Alors déjà, je vois le directeur général de France 3 qui commence à faire la gueule. Alors je dis, mais c'est à quelle heure? 10h. Alors je dis au directeur général, c'était une directrice d'ailleurs, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on a à cette heure-là? Elle me dit des dessins animés. J'ai dit, ça fait combien d'audience? 17-8. Je dis, on doublera avec la messe. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, je t'assure qu'on doublera avec la messe. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc, on obtient. Mais il y avait une condition. Il y avait une condition, c'est que l'évêque me dit, je voudrais que France Télévisions filme la descente du chemin du Rosaire par le pape et lui. Alors là, je vois France 2, parce que quand même, 19h, c'est l'Access. Là, j'ai senti un vent de panique. J'ai dit, écoutez, Monseigneur, je peux m'engager, mais pour quelques minutes. Très bien. Là-dessus, à Lourdes, nous arrivons. Je vous raconte vraiment des choses que j'ai jamais racontées. Nous arrivons à Lourdes, tout se passe bien, etc. Et puis, le problème, c'est que, on peut le dire maintenant, le pape a fait un malaise. Donc, le pape a demandé à se reposer. Donc, toutes les caméras étaient braquées sur le chemin du Rosaire. Et il n'y avait personne. Évidemment, vous imaginez, je parle aux professionnels qui sont autour de ce plateau, vous imaginez, j'avais dans l'oreillette quelqu'un qui hurlait en me disant, mais il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'apparition, il n'y a rien. On ne peut pas rester comme ça. Et au bout de 5 minutes, j'ai dit, vous rendez l'antenne. Ire du Monseigneur Perrier, me disant, mais c'est pas possible, vous m'avez trahi. Mais j'ai dit, mais Monseigneur, il n'y avait pas de pape. Comment voulez-vous? Oui, vous auriez pu attendre. Mais je dis, non, mais la télé, ça n'attend pas. À 19h, on n'attend pas. On a monté le rosaire en bas, en haut, on a tout vu. Bon, mais il m'a dit, je ne m'en doutais bien. Les équipes de France Télévisions sont odieuses. Vous m'avez trahi. Je dis, parce que moi, j'avais quand même encore une journée et demie à tirer. Donc, j'ai été dans un état. J'appelle à ce moment-là une femme que j'adore, je peux le dire, elle confessait ici, c'est le terme, Arlette Chabot, qui à l'époque était directrice de l'information de France 2. Je l'appelle. Elle décroche. Si c'est pour me parler de tes curés, tu peux aller te faire voir. Ah, j'ai dit, ne commence pas comme ça, s'il te plaît. Arlette, sors-moi de la merde. Je vais raccrocher, me dit-elle. J'ai dit non. Parce que j'ai dit, des messes, des curés, j'en peux plus. J'ai fait toutes mes études chez les sœurs, je n'en peux plus. Alors j'ai dit, écoute, ça arrive une fois de temps en temps. Mais là, est-ce que tu peux me faire
quelques images avec le pape, l'évêque et Bernadette Soubirous. Elle me dit, et puis quoi encore? Je dis, allez, tu me fais 2 minutes 15. Elle me dit, ça sera 1 minute 45 et pas une seconde de plus. Et elle a raccroché. Et donc, les images ont été diffusées aux 20h. Et évidemment, l'évêque de Lourdes était ravi, ce qui m'a valu une audience ensuite privée avec le Saint-Père. Alors, ce qui est extraordinaire, Camille Pascal, c'est quand on voit ce que vous racontez aujourd'hui et qu'on voit vos débuts, vous avez quand même fait des études très sérieuses pour être professeur. Vous avez commencé, je crois, dans un lycée de jeunes filles, le premier lycée de jeunes filles de France qui était à Montpellier. Ensuite, il y a eu Versailles. C'était pas du tout votre destin. Ah, pas du tout. En fait, j'ai toujours changé de pied. Voilà. Au début, je devais commencer une carrière d'universitaire. Ensuite, je suis tombé un peu par hasard dans la vie politique. Puis encore par hasard et par la rencontre avec Dominique Baudis, peut-être en parlerons. On va en parler, oui. Dans l'audiovisuel. Puis je suis revenu à la politique avec Nicolas Sarkozy, voilà. Et puis Jean Castex. En fait, et la littérature qui vient sur le tard. Donc, j'ai eu plusieurs vies. Et c'est pas toujours facile parce qu'en réalité, vous n'êtes jamais réellement reconnu dans aucun milieu. C'est-à-dire que vous êtes toujours celui qui est là mais ne devrait pas être là, prend une place qu'il ne devrait pas prendre. Je le vois là avec la littérature, par exemple. Je vois bien d'écrire des livres, que ça marche, etc. Alors que je ne me suis pas autoproclamé écrivain à 14 ans. Tout ça n'est pas toujours facile, mais moi, c'est la vie que j'ai... Et en fait, je n'ai pas voulu de... En fait, rien n'était décidé. Il y a une phrase magnifique du cardinal de Mazarin, elle est certainement apocryphe, mais que j'adore, qui est ne rien prévoir est le meilleur moyen d'arriver à tout, et je crois que c'est ce que j'ai fait. Et réciproquement, d'ailleurs, aurait ajouté Pierre Dac. Il y a une autre date importante pour vous, c'est le 30 novembre 2002. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Camille Pascal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Camille Pascal. L'air était tout en feu chez Robert Laffont, on en parle tout à l'heure. Mais effectivement, vous avez eu plusieurs vies. Une vie de professeur, une vie à France Télévisions. Et puis, j'ai repéré une date très intéressante aussi. Camille Pascal, c'est le 30 novembre 2002. Écoutez. Alexandre Dumas, avec vous, c'est l'enfance. L'entrée de Alexandre Dumas au Panthéon, discours de Jacques Chirac, écrit par Camille Pascal. Oui, c'est mon premier discours présidentiel. Ouais. Je le dois à la confiance que me fait à ce moment-là Roch-Olivier Mestre, qui est aujourd'hui président du CSA, enfin qui porte plus ce nom, mais qui est de l'Arcom, et qui est à l'époque le conseiller culture du président Jacques Chirac, et qui me dit: Camille, est-ce que tu voudrais nous donner un coup de main pour l'écriture du discours du président? Alors je dis bah oui, j'avais écrit pour François Bayrou, j'avais écrit pour Philippe Douste-Blazy. C'était venu comme ça parce que vous étiez entré en politique, de commencer à écrire pour les autres? En fait, c'est venu parce que un jour, Bayrou m'a dit puisque tu es un agrégé sachant écrire, écris-moi un discours. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'étais pas du tout. C'est comme la littérature, j'étais pas du tout parti là-dessus. Et donc j'ai écrit ce discours et ça a été pour moi à la fois évidemment extrêmement flatteur, extrêmement, mais je rencontrais pas le président, ça passait par Roch-Olivier, donc je savais pas ce qu'il en sortirait. Je sais même pas si d'ailleurs le président de la République a su à l'époque que j'avais écrit ce discours pour lui, mais j'ai ressenti à la fois une immense fierté et une immense liberté. Et après, j'ai toujours écrit mes discours comme ça, évidemment en pensant à la personne qui allait le prononcer. Mais le plus émouvant, c'est lorsque vous êtes dans la foule, anonyme, pour l'entrée d'Alexandre Dumas au Panthéon, et que vous entendez le président de la République qui prononce à la lettre vos mots. Et ça, c'est une expérience... et vous êtes avec des gens qui écoutent, qui regardent, qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas, personne ne sait, le secret a d'ailleurs été très bien gardé. Ça, c'est vraiment un moment très particulier. Oui, et d'ailleurs, il faut savoir que si Alexandre Dumas est entré au Panthéon, c'est une action au départ des amis d'Alexandre Dumas, présidée par Alain Decaux, et que les amis d'Alexandre Dumas sont nés pour sauver le château de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et que le roi du Maroc n'est pas pour rien non plus. Voilà. Parce qu'à l'époque, Hassan II était un admirateur fervent de Dumas. D'ailleurs, je crois qu'il faut remercier, semble-t-il, le royaume marocain, parce que je crois que c'est de l'argent marocain qui a permis la
la restauration de Monte Cristo. Exactement. Alors ça, c'est le point de départ. Et puis, quelques temps plus tard, Nicolas Sarkozy vous demande de rentrer à l'Élysée pour aussi travailler sur ses discours. Ça a été une seconde étape. Alors en fait, c'est pas ça au départ. Au départ, comme j'avais rencontré Carla, que je m'entendais bien avec elle, que nous quittions France Télévisions, à la suite d'ailleurs d'un désaccord entre Patrick de Carolis et Nicolas Sarkozy, au départ, j'arrive à l'Élysée pour, au fond, succéder à Roch-Olivier Maistre, avoir cette fonction de conseiller culture audiovisuelle, bon, pour faire une sorte de lien entre la présidence de la République et le monde des médias que je connaissais bien. Et le lendemain de mon arrivée, le secrétaire général à l'époque, Claude Guéant, pour le gars, malgré tout, je garde une immense amitié, une immense estime, malgré tout ce qui lui arrive, me dit, il paraît que vous écrivez. Donc, il faut savoir que les secrétaires généraux de l'Élysée sont toujours très bien informés. Il me dit, écoutez Camille, il faut qu'on a besoin de vous. Je dis oui, mais j'avais pas de bureau, j'avais pas d'ordinateur. Moi, j'arrivais à l'Élysée vraiment comme le petit chose. Et il me dit, voilà, il venait d'y avoir 2 attentats terribles contre les chrétiens d'Orient. L'un en Irak, l'autre en Égypte, à Alexandrie. Il y avait eu des dizaines de morts. Et le président de la République avait décidé d'anticiper les vœux aux autorités religieuses pour les prononcer le jour de Noël dans le calendrier orthodoxe. Et il se trouve que Henri Guénon, la plume officielle, n'était pas là. Donc on me demande d'écrire ce discours. Donc, j'écris ce discours chez moi, parce que je n'ai pas encore de bureau à l'Élysée, pendant 2 jours et une nuit, parce que la commande m'avait été passée le mardi, et je devais donner au secrétaire général le discours le jeudi. Et le jeudi à midi, j'arrive avec le discours. Bon, je lui remets, il me dit, c'est bien la première fois qu'on me rend un discours à l'heure. J'ai dit, écoutez, voilà. Il me dit, vous verrez, vous les rendrez de moins en moins à l'heure. Il regarde le discours, il me le rend, il me dit, moi ça me va, voyez avec les diplômes. Je dis, mais ils sont où les diplômes? Alors je me retrouve dans une réunion avec toutes sortes de diplomates qui sont tous aujourd'hui ambassadeurs de France dans des très belles... Bon, et qui avaient lu le discours sous les yeux. Et là, un d'entre eux me dit, mais c'est quoi ce discours de curé? Je dis, comment ça c'est un discours de curé? Et on a massacré des chrétiens. Si je parle des actes des apôtres et de Saint Paul, c'est peut-être pas complètement absurde. Oh, il me dit, mais de toute façon, il y a un truc qui ne me plaît pas. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui, ça ne me plaît pas, tu parles du Christ. Je dis, alors? Mais si dans la bouche du président de la République tu dis le Christ, c'est que le président de la République pense que le Christ est le Messie. Oh, mais j'ai dit, moi je te propose une autre version, parce que là j'étais fatigué, donc ça donne du courage. Je dis, écoute, je te propose une autre, parce que ça commençait par, ils s'apprêtaient à fêter la nativité du Christ, ils ont rencontré la mort. C'était la première phrase du discours. Mais je dis, on va changer. On va dire, ils s'apprêtaient à fêter la naissance de Monsieur de Nazareth, ils ont rencontré la mort. Alors là, j'ai vu le chef de cabinet qui a commencé à se dire « Oh mon Dieu, ça va mal se terminer ». Donc, la conversation, on est passé à la chose suivante. Puis, ils ont commencé à m'agacer. Ils m'ont dit « Oui, mais on avait envoyé des briques ». Il faut savoir que les briques, dans le langage de l'administration et de l'autre administration, sont les morceaux de discours écrits par les techniciens. Et je réponds, avec peut-être un peu d'ironie, « Mais j'ai pas besoin de briques puisque je ne suis pas maçon ». Oui. Donc, évidemment, bon, à partir de là, le chef de cabinet a plié, il a dit non, mais on arrête là. Et à minuit, j'ai reçu un coup de fil du président de la République, de Nicolas Sarkozy, extraordinaire, me disant, vous m'avez écrit, voilà, je vais pas dire tous les cons. Mais moi, j'étais complètement abasourdi parce que je ne l'avais jamais rencontré en réalité. Il m'avait recruté, on m'avait recruté, mais lui ne m'avait jamais rencontré. Et de cette anecdote et de ce premier discours, est né, voilà, j'ose pas dire une amitié, parce que j'ai été son collaborateur et il reste pour moi le président, mais ça a été, voilà, ça a créé entre nous un lien vraiment très particulier. Et vous avez écrit beaucoup de discours, et vous avez même fait un livre d'ailleurs qui a surpris tout le monde, ça a été un best-seller, les scènes quotidiennes de la vie à l'Élysée, qui était aussi une première parce qu'on n'avait jamais raconté avec autant de précision et d'humour le quotidien à l'Élysée, Camille Pascal. Oui, alors, j'avais écrit un livre d'histoire dans les règles, entre guillemets, de l'histoire universitaire. Et là, pour la première fois, j'étais ma propre référence.
Et je n'avais pas besoin d'aller chercher dans des articles, dans des... Voilà. Alors, il faut dire que la défaite de 2012 a été sévère, enfin, en tout cas, elle a été dure. Et puis surtout, moi qui avais vécu quasiment pendant 18 mois à l'Élysée, jour et nuit, avec le président, on se retrouve vraiment, c'est le jeu de la démocratie d'ailleurs, mais le carrosse se transforme en citrouille. Bon. Et puis vous êtes seul, c'est-à-dire que vous n'avez plus le président. Et j'ai eu besoin de raconter, et j'ai écrit ce livre de façon presque hallucinée pendant 3 mois, puisque on part de l'Élysée le 15 mai, je le commence le 1er juin et je le rends le 1er septembre. Donc, et j'ai écrit comme si en tant que plume, j'avais à ce point absorbé l'ambiance, la personnalité du président, son phrasé, etc., qu'il fallait au fond, je mette tout ça sur le papier pour m'en libérer. Et finalement, ce livre a été un best-seller. On a vendu plus de 40 000 exemplaires. Vous étiez le premier surpris, parce que ça n'existait pas, ce genre de livre. Il y a eu tout le monde l'a fait ensuite, mais vous avez été le premier. Oui, et en réalité, parce que je voulais que l'Élysée soit un personnage au même titre que le président de la République. En fait, au fond, comme je suis historien, comme je suis un grand lecteur de mémoire, comme je suis un adorateur de Saint-Simon, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui m'intéresse quand je lis des mémoires sur le siècle de Louis XIV ou sous le règne de Napoléon? C'est les détails. C'est pas de savoir pourquoi le maréchal Ney s'est retrouvé là, ou pourquoi Villeroy s'est retrouvé là. Tout ça, aujourd'hui, en réalité, à part les spécialistes, ça n'intéresse personne. En revanche, ce qui est intéressant, comme dans les mémoires de Madame de Boigne, c'est comment le pouvoir fonctionne. Comment il fonctionne, comment tout ça s'emboîte, comment c'est à la fois un mélange d'intuition politique fulgurante et de bricolage. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Et surtout, j'ai voulu rendre hommage à tous ces inconnus qui permettent à cette extraordinaire machine qu'est l'Élysée de fonctionner. Et vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup touché. Je n'avais jamais remis les pieds, je m'étais juré que je ne remettrais plus les pieds à l'Élysée. Or, il se trouve que, étant collaborateur de Jean Castex, je me retrouve invité à la toute petite cérémonie pendant le Covid. On était quelques-uns simplement, pour respecter évidemment les règles qu'on avait imposées au reste du Français. Et je me suis retrouvé à l'Élysée. Et ce qui m'a profondément touché, c'est que les gens sont venus me voir. Je ne les avais pas vus depuis 10 ans. Les gendarmes, les huissiers, les maîtres d'hôtel, en me disant merci. Parce qu'on n'a jamais pu vous le dire, mais ce livre, vous avez parlé de nous, de ce qu'on faisait, des chauffeurs, des cuisines. Merci, c'était très émouvant. Et d'ailleurs, j'ai vu à ce moment-là, vraiment, j'ai décidé de tout raconter. J'ai vu le regard un peu étonné du président Emmanuel Macron et de Madame Brigitte Macron, me voir entouré par toutes les équipes de l'Élysée, alors qu'il avait là des ministres et le Premier ministre. Et ce sens de l'écriture, Camille Pascal, vous le devez sans doute à vos débuts. Vous avez commencé en travaillant pour les Archives nationales comme conférencier. Ça vous a aidé justement à avoir ce sens de l'écriture? Alors, je vais vous dire. Vous l'avez dit, j'ai raté Normal Sup. Bon. Oui, personne n'est parfait. Ça arrive à des gens très bien, vous le savez. Donc, entre le moment où vous quittez les classes prépa et le moment où vous passez l'agrégation, qui doit vous donner quand même un métier et un salaire, je le dis à tous les jeunes enseignants, ils ont l'air de vouloir enseigner, mais enfin c'est quand même le gros avantage, c'est que vous êtes fonctionnaire et que vous êtes libre après. Enfin bon. Et donc, il fallait que j'étais marié, jeune marié, il fallait quand même que je gagne ma vie. Et donc, je faisais des cycles de conférences aux Archives nationales. Ça allait des élèves de primaire aux élèves du secondaire, voire de l'enseignement supérieur. Parce qu'il y avait à l'époque, aux Archives nationales, ça a disparu, un magnifique musée qui s'appelait le Musée d'Histoire de France, où vous aviez tous les principaux documents qui ont fait le pays. Bon. Et donc, ça m'a permis 2 choses. Ça m'a permis de m'adapter à tous les publics. Et de me rendre compte qu'il fallait raconter si on voulait être écouté. Mais ce qui, à mon avis, explique mon travail d'écrivain, je vais vous faire encore une confidence, peut-être une révélation. Je suis dyslexique. Donc, j'ai toujours eu 0 en dictée. Ça a été le drame de ma mère. Et chaque fois, les instituteurs, les professeurs disaient « Mais oui, mais Camille, il faut qu'il lise. » Elle disait « Mais il fait que ça, du matin jusqu'au soir, il lit. » Et je me rends compte aujourd'hui, d'abord c'est une grande souffrance, la dyslexie ou la dysorthographie, parce que au fond, le regard de l'autre est très difficile et vous comprenez pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Mais je me demande si
le fait depuis mon plus jeune âge d'avoir été, lorsque je faisais une rédaction, lorsque j'écrivais une lettre à mes parents, au fond de contourner la difficulté grammaticale que je n'arrivais pas à surmonter par un détour de phrase, eh bien au final ça vous forme et ça vous forge l'écriture. Donc je vais jamais vraiment, ça c'est sûr, j'ai pas une écriture sujet, verbe, complément. Je suis pas durassien pour ça du tout, mais peut-être que c'est ce handicap-là que j'ai surmonté et qu'en le surmontant, ça m'a donné un style. Voilà, et ce style, on va en parler avec une autre date, le 25 août 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Camille Pascal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Camille Pascal. On a parlé de votre passé et vous avez expliqué comment vous étiez devenu écrivain, et vous l'êtes, puisque le 25 août 2022 est sorti votre nouveau roman, L'air était tout en feu, chez Robert Laffont. C'est un roman qui se déroule en 1718, qui n'est pas vraiment un an de grâce. Non. D'abord parce qu'au mois d'avril, il va y avoir une vraie catastrophe à Paris, c'est que le petit pont brûle. Oui. Et j'ai commencé là-dessus parce que l'air était tout en feu, parce que justement, le petit pont qui était à l'époque, et qui existe toujours, mais qui n'avait évidemment pas du tout la même physionomie, qui reliait la rive gauche à l'île de la Cité, était le centre du commerce de luxe. Donc quand on voulait des fourrures, quand on voulait des bijoux, c'est là que l'on allait. Et bon, je raconte dans le livre pourquoi, par un geste de superstition. Enfin, voilà, il y a eu un enchaînement de catastrophes qui ont fait qu'un bateau de foin enflammé est venu s'encastrer dans et que ça a été un traumatisme pour les Parisiens. Il y a eu un début de révolte. Il a fallu faire intervenir la garde. Et j'ai pris ce fait divers qui a beaucoup marqué à l'époque. Le petit roi Louis XV avait donné ses économies pour essayer de compenser la perte de ces gens qui avaient tout perdu. Et il y avait même Notre-Dame qui était pas loin, qui aurait pu brûler. Et on a sorti la chasse de Sainte-Geneviève à la demande de l'archevêque de Paris pour arrêter le feu. Bon. Il se trouve que des restes d'enceintes médiévales ont coupé le feu. Mais j'ai voulu commencer parce que c'est une période complètement enflammée, parce qu'au fond, on arrive à un moment, le régent est au pouvoir depuis près de 3 ans. Donc c'est Philippe d'Orléans. C'est Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, et il se trouve confronté à de véritables oppositions, de plus en plus fortes, de plus en plus affirmées. Ces oppositions, elles sont ourdies par un couple, et notamment par une femme, qui sont le duc et la duchesse du Maine. Lui est le bâtard de Louis XIV, elle est la petite fille du grand Condé, et tous les deux, plutôt elle que lui d'ailleurs, parce qu'elle a plus de courage et plus de folie, vont se lancer dans une véritable course-poursuite vers le pouvoir contre le régent. Alors, c'est une histoire méconnue de l'histoire de France. C'est-à-dire que quand on parle de Louis XV, on parle rarement de la duchesse du Maine et de cette histoire-là, Camille Pascal. Non, parce que, d'abord en France, on a tendance à oublier les moments où, disons que l'unité nationale n'a pas été parfaite. Oui. Ensuite, que voulez-vous ? En fait, on comprend la tension politique de ce moment si on sait, ce que je rappelle dans le livre, que le roi a 8 ans, qui peut mourir comme tout enfant à cette époque du jour au lendemain, et à ce moment-là, comme il n'a pas de descendants, ouvrir une véritable guerre de succession à l'intérieur du pays, entre d'un côté le Philippe d'Orléans, qui est le neveu du roi, et de l'autre, le petit-fils de Louis XIV, qui règne sur l'Espagne. Et qui pourrait, même si le traité d'Utrecht ne leur donne pas le droit, qui pourrait réclamer la couronne. Et donc, il faut bien avoir en tête que cette tension s'explique par cette situation. Or, cette situation disparaît lorsque le roi Louis XV se marie, qu'il a des enfants, et on l'a oublié. Mais on a oublié qu'à ce moment-là, l'histoire aurait pu s'écrire autrement. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est essayer de prendre ces moments de l'histoire oubliés, où l'histoire, à chaque moment, aurait pu basculer. Alors, une histoire oubliée, vous avez eu cette idée, mais encore fallait-il trouver les éléments pour raconter cette histoire, Camille Pascal. Alors, je reste historien. Je suis devenu écrivain, mais je reste historien. Et moi, ce que j'aime, c'est, grâce aux artifices de l'écriture et de la littérature, de rendre vivante une histoire que l'on a oubliée. Alors, pour la rendre vivante, il faut la connaître absolument. Donc, tous mes livres se font en 2 phases. Une phase de documentation extrêmement importante, où je lis tout sur le sujet, notamment les témoignages. Je lis assez peu les historiens, en fait, mes collègues. Je lis les mémoires et les archives. Et là, je reconstitue
jour à jour, heure à heure, les événements. Et c'est ensuite ce que j'essaie de reconstituer. Mais je ne veux jamais... Parce que je trouve que c'est un peu le défaut, entre guillemets, souvent Alors, la littérature historique, nous le disions tout à l'heure, hors antenne, est d'un ennui mortel aujourd'hui, car, en fait, les trissotins ont mis la main dessus. Mais même les romans historiques sont souvent un peu gauche, parce que ça sent l'affiche. On va vous sortir une fiche sur les prisons, une fiche... Moi, ce que je veux, c'est prendre le lecteur et le plonger dans une réalité qui n'est pas la sienne. Alors évidemment, je lui donne les éléments pour qu'il comprenne, etc. Mais ce que je veux, c'est être au plus près de la réalité. C'est pour ça que je prends un soin maniaque à reconstituer les lieux, les dialogues, les costumes, les rituels. Voilà. Je veux que l'on voit. Voilà. Ce que je veux, c'est que pas qu'on me lise, c'est qu'on voit en réalité ce qui est en train de se passer. Alors, la duchesse du Maine est une femme un peu méconnue de l'histoire. Elle s'appelait Louise Bénédicte de Bourbon. Elle était danseuse, elle était chanteuse, elle tenait salon. Mais c'est une femme totalement méconnue aussi, qui aurait pu être une femme de l'histoire si son complot avait réussi. Ah mais si son complot avait réussi et si le jeune Louis XV était mort, elle aurait joué le rôle qu'avait joué Madame de Longueville, etc. Elle aurait joué le rôle d'une grande frondeuse. Et peut-être même aurait-elle partagé la régence avec son mari contre le duc d'Orléans. Ils ont essayé de faire enlever le duc d'Orléans quand même. Donc c'était pas pour rire. Alors au début, elle commence ce qu'on appellerait aujourd'hui une campagne de communication contre le régent. C'est-à-dire qu'elle va réunir dans sa cour de sceaux de beaux esprits, des versificateurs de plus ou moins bon niveau, mais quand même elle reçoit le jeune Voltaire, elle reçoit Fontenelle, elle reçoit toute l'Académie française. Et puis surtout des écrivassiers à sa solde, comme il en existe aujourd'hui, hein, oui, pour écrire des mauvais papiers, ça, vous savez très bien où on les trouve, et ça de toutes les époques, contre le régent. Et elle va très loin, parce que elle va faire écrire un texte qui s'appelle Les Philippiques, où on n'accuse pas moins le régent de vouloir faire assassiner le jeune Louis XV et de coucher avec sa propre fille. Ce qui, évidemment, au bout d'un moment, le régent a trouvé c'était beaucoup. Donc, mais ensuite, elle se rend compte que cette campagne de dénigrement systématique, et on voit d'ailleurs comment, dans ce début du XVIIIe siècle, l'opinion joue un rôle. Donc, elle n'arrive pas complètement à tourner l'opinion contre le régent. Et donc, elle va rentrer dans le complot politique réel, c'est-à-dire dans la haute trahison. C'est-à-dire que les fake news, à l'époque, ça marche pas comme aujourd'hui. Disons qu'à l'époque, il n'y a pas Twitter, mais il y a ce qu'on appelle les nouvellistes à la main, qui recopient de façon anonyme, toutes les saloperies qu'on peut dire sur les uns et sur les autres. Et d'ailleurs, il faut avoir en tête que la grande liberté de ton à l'époque, parce que j'imagine aujourd'hui un journal qui accuserait un président de la République de coucher avec ou d'être coupable d'inceste. Ouais. Je suis pas sûr que ça passerait. Alors justement, cette duchesse du Maine, pour justement mettre tout le monde à ses ordres, elle a créé un truc tout à fait insolite, c'est l'ordre de la mouche à miel. Oui. Alors c'est une contre-académie française, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont 40. On peut prendre Alors, elle est dictatrice perpétuelle de cet ordre. Alors c'est assez étonnant parce que il faut prononcer des vers juchés sur une meule de foin avec un chapeau sur la tête et le doigt en l'air. Et alors, ce qui est extravagant, c'est que comme elle est la petite fille du Grand Condé, qu'elle est mariée à un fils de Louis XIV, qu'elle a une fortune immense, vous allez voir de graves magistrats du Parlement de Paris, vous allez voir des aristocrates, vous allez voir même des financiers venir, au fond, se plier à cette folie. Alors, elle avait une autre folie, c'est que elle dormait le jour et elle vivait la nuit. Donc, il fallait que tout le monde se mette à son rythme. Et c'est pour ça qu'elle avait inventé ces sortes de happenings permanents, de fêtes, et donc, ça se passait la nuit. Alors, il y a un sous-titre à votre livre à l'intérieur qui est la conjuration de Célamare. Ça, quand on sait qu'elle existe, on appelle ça la conspiration, mais ça aussi, c'était un tournant important de notre histoire que les Français ne connaissent pas. Oui, c'est-à-dire que l'Espagne a tenté, avec la duchesse du Maine, de renverser l'ordre qui avait été établi à la mort de Louis XIV, et donc la régence. Parce que le roi Philippe V, dont je rappelle qu'il est le petit-fils de Louis XIV, se voit bien succéder à Louis XV, son neveu, si jamais il meurt. Et donc, il y a eu une vraie tentative de subornation, notamment des forteresses sur les Pyrénées. On a acheté des officiers, dont le jeune duc de Richelieu, qui n'en avait que faire, donc voilà, qui couchait avec les deux filles du régent, mais il était prêt à trahir le régent, d'ailleurs on n'en était pas une contradiction près, et puis de soulever les provinces, et notamment la Bretagne. Et tout ça dans une sorte de jeu
permanent. J'écris à un moment donné, on croyait jouer au Bourrimé et on trahissait la France. C'est-à-dire que la duchesse étale tous ses projets devant tout le monde. Alors, elle a une obsession. C'est l'élégance du style. Donc, quand elle trouve qu'un pamphlet ou même qu'un simple appel à la trahison est mal rédigé, elle convoque tout le monde pour retrouver le français le plus pur. Alors évidemment, au bout d'un moment, il y a des gens qui ont compris qu'il se tramait quelque chose et le régent, et notamment par l'abbé Dubois, ont été informés de ce qui se passait. Alors, ce livre, L'air était tout en feu, c'est un livre d'histoire, d'historien, mais en même temps, il y a des rapports avec le monde d'aujourd'hui, puisque la France n'a plus d'argent, les manifestants, il y a un côté gilet jaune, finalement, l'actualité de 1718, c'est celle d'aujourd'hui, non, Camille Pascal ? Écoutez, il est à croire que les débuts de siècle se ressemblent souvent. La France, à ce moment-là, sort ruinée de la guerre de succession d'Espagne. Pendant 13 ans, la France s'est retrouvée quasiment seule contre l'Europe coalisée pour maintenir justement le petit-fils de Louis XV sur le royaume d'Espagne, sur le trône d'Espagne. Et alors, évidemment, ça rappelle certaines choses, mais le régent se retrouve avec un endettement colossal. Et bien, comment on va régler cet endettement ? Avec l'inflation. Le système de Lass, Lass, qui est un aventurier écossais, va inventer la planche à billets. Et donc, on va imprimer des papiers, on va leur donner de la valeur, qu'on va baser sur une hypothétique colonisation de la Louisiane. Il va y avoir un immense mouvement spéculatif. Alors, que va-t-il se passer ? L'épargnant va être ruiné, mais l'État va être sauvé, puisque la dette aura été réglée par le papier-monnaie. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Exactement. Alors, Louis XV est au cœur de cette histoire, même s'il est jeune. Louis XV, vous l'avez souvent évoqué dans des essais, dans vos romans. C'est un personnage qui vous fascine et qui est assez méconnu, finalement, Camille Pascal. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur Louis XV, par les femmes. Donc, j'ai travaillé sur une des petites maîtresses du Parc Auxerre, Marie-Louise Murphy, et surtout sur la duchesse de Châteauroux, qui était l'objet le sujet de La Chambre des Dupes, mon précédent roman. Et je suis très heureux parce que les conservateurs du château de Versailles m'ont invité à participer au catalogue de la grande exposition Louis XV qui va s'ouvrir au mois d'octobre, parce que 2023, c'est le 300e anniversaire du retour du jeune Louis XV dans le château de son aïeul, le roi Louis XIV. C'est un personnage que j'aime, alors à la fois très attachant et très antipathique, mais je pense que c'est certainement l'un des rois de France les plus intelligents. Alors, il se trouve que votre vie de romancier s'est bien passée, puisque vous avez un prix de l'Académie française, vous avez été sélectionné pour le Goncourt, ce que vous n'imaginiez pas jamais d'avis. En faisant des livres. Jamais. Vous êtes pris au jeu du roman historique, oui. Parce que le roman historique, finalement, c'est une fiction réelle. Exactement. Et je n'invente rien. Je ne veux rien inventer, ni personnage, ni intrigue parallèle. Dumas a inventé ce système. Dumas a dit, voilà, on va raconter l'histoire en entremêlant des fictions à la grande histoire. Et en fait, moi, je trouve que la réalité est tellement supérieure à toute fiction, quand on connaît un peu les choses, que pourquoi aller s'embarrasser de raconter des histoires ou des historiettes qui, en fait, souvent ne sont que... au fond, notre propre vision du passé, alors que le passé, justement, est d'une richesse inouïe quand on veut le faire parler. Et aujourd'hui, les Français sont beaucoup plus attachés à l'histoire que certains le prétendent, Camille Pascal. Mais ça, j'en suis convaincu, parce que, écoutez, il n'y a pas de nation sans histoire. Il n'y a pas de nation sans histoire. Et les Français se sentent, on l'a vu avec les résultats il ne faut pas être un grand commentateur politique pour se rendre compte que le résultat des élections présidentielles récentes ont montré une inquiétude identitaire. Bon. Or, la seule chose qui peut réconcilier le pays et toutes ses composantes, je pèse bien mes mots, quelle que soit leur origine, c'est l'histoire. C'est exactement... Nous sommes dans la situation de la France après l'Empire, lorsque des gens qu'on a appelés les doctrinaires ont compris qu'il fallait abandonner l'histoire dynastique, qu'il fallait construire une histoire nationale. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on a sauvé... C'est Mérimée qui invente les monuments historiques, c'est Dumas, c'est Vigny, c'est Mérimée. Tous ces gens ont décidé de construire, par la littérature, par l'architecture, par l'archéologie, par la science, un passé dans lequel chaque Français pourrait se reconnaître. Si nous ne maintenons pas ça, eh bien, ça sera
ce que craignait l'entourage de Talleyrand et du duc de Richelieu au début, au moment de la Restauration, et surtout Louis-Philippe, la dislocation. Pourquoi est-ce que Louis-Philippe décide de faire de Versailles un château à toutes les gloires de la France? Pourquoi est-ce qu'il construit la galerie des batailles? Pourquoi est-ce qu'il construit une galerie du Directoire? Pourquoi est-ce qu'il fait revenir les cendres de Napoléon? Parce qu'il comprend, il a eu cette intuition géniale, que reprendront le Second Empire et la Troisième République, c'est que à histoire commune, nation commune et avenir commun. Et d'ailleurs, c'est terrible, mais là, la République n'a jamais renié ça, jusque dans les années 70. C'est dans les années 70 qu'on décide de passer l'histoire au marteau-piqueur. Il n'y a qu'à regarder où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut lire votre livre et continuer à vivre l'histoire et continuer pour vous à écrire des romans. Ça s'appelle L'air était tout un feu, ça c'est chez Robert Laffont. Ça se lit comme un roman. Mais c'est un roman. C'est un roman. C'est un roman vrai. Un roman vrai et continuer à écrire des histoires dans ce sens parce qu'on en a besoin, Camille Pascal. Merci à vous. Merci d'avoir été si brillant dans l'écrit d'une vie. On se retrouve bientôt. Vous reviendrez quand vous voulez. Mais quand vous m'inviterez. Alors, prochain livre, c'est gagné d'avance. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.